Muchas gracias, buenas tardes a todos. Hablo español, dice Didier en castellano y voy a hacer la presentación pues en francés. Gracias a los intérpretes, Ana y Diana. Donc je vais vous présenter cet exposé voy a presentarles o hacerles esta ponencia en dos partes. Qui s'intéressera Durante una primera aux points parte me voy a principaux de la forêt centrar française más en Europe. Ensuite, nous verrons donc au sein de cette forêt française plus particulièrement les pins, puis le pin maritime, son importance et la particularité du pin maritime dans une des régions françaises, l'Aquitaine. Et enfin, sur une deuxième partie un peu plus courte, je présenterai le gémage qui est donc dont il faut parler au passé, puisqu'il a disparu, le gémage du pain maritime en Aquitaine et donc en France. La resignación pues del pino marítimo en Francia y en particular en Aquitania. Dans l'Union européenne des 27, la forêt française métropolitaine occupe en surface le quatrième rang après donc la Suède, la Finlande et l'Espagne. Mais en considérant les territoires d'outre-mer, avec notamment la Guyane, la forêt française est de loin la première forêt de l'Europe politique. Elle représente un quart de la biomasse forestière vivante de l'Union européenne et 1% environ de la biomasse vivante mondiale. Revenons dans le sud-ouest de l'Europe. La France est donc sur 4 domaines biogéographiques. Le domaine atlantique, continental, alpin et méditerranéen, ce qui lui confère une grande diversité en termes de milieux et d'espèces. La forêt française métropolitaine, avec 16 millions d'hectares, s'étend sur un tiers du territoire métropolitain. La certification forestière concerne environ un tiers de la forêt française. La forêt française est à 75% privé et appartient à 3,5 millions de propriétaires, dont les 3 quarts ont moins d'1 hectare. Ce morcellement est le résultat du partage par les héritages. Ce morcellement est aussi et surtout un frein à la mobilisation des bois. La forêt privée est sous-exploitée. Le déficit de la balance commerciale française sur le secteur forêt-bois-papier est de 6,5 milliards d'euros, dont 4,5 milliards tient aux importations de produits tels que des meubles et de la pâte à papier et 1 million seulement liés à l'importation de sillage résineux. L'Office national des forêts, dont je suis membre, a en charge la gestion des forêts sur 4 millions d'hectares pour 2 propriétaires que sont l'État et les collectivités. L'État représente un tiers et les collectivités, les communes, principalement les 2 tiers. L'ONF est de loin le premier gestionnaire d'espaces naturels en France. Au quotidien, l'action des forestiers s'articule autour de 3 piliers de la gestion multifonctionnelle et durable: la production de bois, la protection de l'environnement et l'accueil du public. L'ONF fournit notamment 40% du bois commercialisé en France. Il emploie moins de 10 000 personnes, 9 500 personnes, comprenant pour un tiers des ouvriers et pour 2 tiers des fonctionnaires. L'ONF a été créé en 1964 et l'héritier de l'administration des eaux et forêts créée au XIIIe siècle par le roi de France Philippe le Bel. Savez-vous que le mot sustainability
¿Saben ustedes que la palabra sustainability o sostenibilidad en español, a emprunté le terme, se retrouve au XIVe siècle se remonta ya al siglo XIV, puesto que se encuentra en una ordenanza real maintenant en disant, c'est donc l'extrait du texte en langage français plus moderne, les maîtres des eaux et forêts administreront toutes les forêts du royaume afin qu'elles puissent perpétuellement se soutenir, donc sustainability, se soutenir en bon état. Les feuillus dominent les essences en France. Ils représentent environ 2/3 des essences. Les essences dominantes sont les chênes, dont le Quercus robur et le Quercus petrae, et le hêtre, Fagus sylvatica. Le pin maritime occupe la première place des résineux en France, en termes de surface et de volume. Y esto tanto en superficie como en volumen. Concernant les pins, les pins en termes de peuplement monospécifique sont par ordre d'importance, on l'a vu, le pin maritime, le pin sylvestre, el pino marítimo, et les Pinus pins noirs, pilaster, Pinus nigra sous-espèce nigra, et le pin noir lariceau, Pinus nigra sous-espèce lariceau, ainsi que le pin d'Alep, Pinus alepiensis. Pinus alepiensis, el pino de Alepo. Le pin maritime occupe en France el pino marítimo 1,1 million se extiende en d'hectares. aproximadamente 1,1 millones de hectáreas. La répartition naturelle en France comprend le littoral aquitain, se encuentra dentro qui est donc représenté en bleu, en pointillé bleu sur la figure, qui est donc l'extrémité nord de leur naturel. Il comprend également en Provence les collines qu'on appelle les Maures et l'Esterel, et il comprend également la Corse, qui est donc un peuplement naturel, ainsi qu'un tout petit peuplement dans une région française qui s'appelle les Corbières, au sud de la France. Le pin maritime a donc été introduit, comme vous le voyez sur cette carte-là, en Aquitaine, mais également en Bretagne, plus au nord, dans le centre de la France et dans les Cévennes. Donc c'est des introductions. Au sein de son aire naturelle, la surface de pin maritime en France, je dis bien naturelle, vient après l'Espagne et le Portugal. Le pin maritime est une espèce autochtone donc, du bassin méditerranéen occidental et de la façade maritime. Bien que le pin maritime nécessite un habitat bien caractéristique, c'est une espèce qui possède une aire de répartition très morcelée, aux régimes climatiques et caractéristiques pédologiques très diverses. En effet, l'aire naturelle du pin maritime s'étend du Maghreb au sud, à l'Aquitaine au nord et du Portugal à l'Italie. La distribution actuelle du pin maritime semble directement liée, donc reliée à la dernière glaciation. Une importante variabilité est trouvée entre races géographiques et provenance de l'ensemble de l'aire de l'espèce pour des caractéristiques de vigueur, de forme et de branchaison. On trouve donc une race géographique atlantique qui comprend les Landes, la Galice et le Portugal, une race périméditerranéenne comprenant le sud-est de l'Espagne, la Corse, les Maures et la Ligurie,
Liguria y lo que llamamos las colinas de Moog, y luego otra raza geográfica magrebí que se extiende en el Atlas marroquí, Argelia y Túnez. Hay otras características como la forma, la resistencia a los factores climáticos o bióticos, y esto hace que se llegue a hablar de una variabilidad intragrupo. Por ejemplo, qui distingue une provenance landaise et une provenance ibérique, que l'on distingue très nettement à partir d'analyses. De même, au sein du groupe méditerranéen, le pain maritime de Corse possède une croissance plus réduite, certes, mais une très bonne rectitude. Ces différences de provenance y esta diferencia de procedencia se puede combinar por la creación de híbridos interraciales. Y esto es lo que se ha elegido en el macizo de las Landas para las variedades de estas regiones. Y de esta forma se mejora la adaptabilidad y el nivel de crecimiento de la raza, así como la rectitud. Dans le monde, le pain maritime est une essence colonisatrice, voire invasive, mais son aire de répartition naturelle reste faible à l'échelle mondiale. Le pain maritime a été l'espèce la plus introduite, la plus utilisée pour les reboisements artificiels au XIXe siècle et début du XXe siècle. On fait état d'environ 2,5 millions de reboisements artificiels, soit 60% des 4 millions d'hectares de pain maritime dans le monde. Très majoritairement, cette introduction a concerné l'ère naturelle, c'est-à-dire la France, le Portugal et l'Espagne, mais aussi 44 000 hectares en dehors de cette ère naturelle, notamment en Afrique du Sud, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Chili, en Grèce, en Turquie. Des introductions aussi ont été tentées aux USA, en Uruguay, en Corée, sur l'île de la Réunion et en Chine. Revenons en France, et plus particulièrement sur la région Aquitaine, où se situe le massif des Landes de Gascogne, une superficie au total, l'aire du territoire est de 1,5 million d'hectares. L'Aquitaine est une région administrative et historique dont la capitale est Bordeaux. En surface, l'Aquitaine fait 4 millions d'hectares pour 3,2 millions d'habitants. Elle est réputée mondialement pour les vignobles de Bordeaux. Et si j'en parle, c'est parce que le secteur forestier, qui s'inscrit dans ce triangle presque parfait, a un chiffre d'affaires de 2,6 milliards d'euros qui est plus important que celui des vins de Bordeaux. Et il emploie 31 000 personnes. Près de 80% du massif est labellisé et labellisé. Deux entités se distinguent sur ce massif. Les dunes, qui forment une longue bande côtière de plus de 230 km de long et de 5 km de large en moyenne. La forêt y est plus particulièrement et principalement publique et forme une pinède de pain maritime avec quelques chênes. Deuxième entité, le plateau landais, vaste terrain plat et facile d'accès au sol sableux, pauvre en éléments minéraux, avec des contraintes hydriques importantes et couvert par une forêt cultivée de pain maritime avec de grands domaines agricoles. La forêt des Landes de Gascogne, comme on l'a vu précédemment, est une création de l'homme à partir d'une essence locale
Le pain maritime présente en Aquitaine depuis plus de 1000 ans. Cette expansion du pain maritime a nécessité deux préalables. En premier lieu, la stabilité des dunes littorales indispensables au développement des peuplements forestiers côtiers. Les grands travaux de fixation des dunes ont débuté en 1801 à l'époque de Bonaparte. Ensuite, cette vaste plaine marécageuse vouée au pastoralisme, sur cette vaste plaine, il a été nécessaire de maîtriser les techniques d'assainissement par la création d'un réseau de fossés. Cette forêt a connu une expansion très importante au cours du XIXe siècle, notamment après la mise en application de la loi de 1857 obligeant les communes au boisement des landes communales. A los municipios el reforestar las landas comunales. Era la época de Napoleón III. De 1,5 millones de hectáreas, el bosque ocupa aproximadamente el 66% del territorio y la agricultura el 18%. La composition de la forêt n'est plus que de 85% de pain maritime, contre 98% il y a seulement 10 ans. Frente al 92% que se tenía de esta especie hace 10 años. Après la tempête de 1999. La población de hoja caduca después de la tempestad del 99. El pino marítimo es el árbol que mejor se adapta a este triángulo de las landas. Es una especie autóctona de plena luz adaptada a suelos arenosos, ácidos y pobres. Se trata de una especie muy plástica que aguanta muy bien la sequía estival, la saturación también invernal, un frío moderado y una pluviometría variable. Essentiellement privé, 8% seulement de sa surface appartient à l'État et aux collectivités locales. Le modèle prédominant correspond à la production de bois d'œuvre sur un cycle de 35 à 60 ans. Sur le plateau, la sylviculture est très artificialisée. Dans tous les cas, un travail du sol est nécessaire, dans la plupart des cas par labour à la charrue, sur des sols forestiers qui sont carencés en phosphore. On applique une fertilisation. Le peuplement est installé par plantation ou par semis en ligne espacée de 4 mètres environ. La plantation est à une densité de 1000 à 1600 tiges hectares, 1600 arbres hectares. Les plants, ce sont des plants de l'ordre de 1 an, d'un âge de 6 mois, qui sont élevés à partir de la graine de verger. La plantation est dominante puisqu'elle représente 70 à 80% du plateau landais. Le semis, lui, est réalisé avec de la graine, un apport de graines de l'ordre de 1 à 3 kilos, qui vont donner une multitude de plants, environ 10 000 plants, enfin 10 000 petits pins à l'hectare, qu'il sera nécessaire d'éclaircir par des opérations dites de dépressage. Le peuplement est ensuite conduit par 3 à 4 éclaircies effectuées entre 10 et 30 ans, laissant au final un peuplement d'environ 300 tiges hectares pour un âge d'exploitation compris entre 35 et 60 ans. En revanche, sur la dune, la sylviculture est totalement différente, car le renouvellement est fait par régénération naturelle. Régénération naturelle, souvent assistée par un complément de graines sur un terrain légèrement travaillé. Les forêts des dunes littorales de Gascogne occupent une place à part sur le massif landais puisqu'elles sont publiques à plus de 50%. De même, 81% du linéaire côtier de la côte aquitaine est public.
ce qui est totalement original comparé à l'ensemble du littoral national français. Cette situation exceptionnelle au niveau de la propriété est un atout qui permet de mettre en œuvre une gestion durable et multifonctionnelle, cohérente sur l'ensemble du littoral dunaire. La multifonctionnalité, c'est donc les trois fonctions très connues que sont les fonctions principalement ici de protection physique contre l'érosion des vents, l'érosion éolienne, mais aussi l'érosion marine qui attaque régulièrement la côte sableuse, et une protection aussi de la biodiversité au sein des forêts. Une fonction aussi sociale, puisque cette forêt-là accueille un public très nombreux, dans de bonnes conditions de sécurité et dans un cadre de qualité paysagère et touristique. Et enfin, une fonction de production de bois destinée à assurer donc un revenu constant et maintenir l'approvisionnement de la filière bois en complémentarité avec le reste du massif des Landes de Gascogne. Le massif de Gascogne produit environ 8 à 9 millions de mètres cubes par an et contribue pour 20% à la récolte totale nationale. La répartition entre bois d'œuvre et bois d'industrie est de l'ordre de 60, de respectivement 60 et 40%. Le bois de pin maritime est apte à de nombreux usages, de nombreux emplois. Les bois sciés pour faire de l'emballage, de la palette, également de la caisserie qui permet donc de fabriquer les caisses de vin de Bordeaux, des parquets et des lambris, de la moulure, de la menuiserie intérieure et extérieure, des charpentes pour la construction bois. En ce qui concerne les bois ronds de petit diamètre, les bois de trituration sont essentiellement utilisés pour faire de la pâte à papier, mais également des polymères de cellulose qui trouvent leur application dans différents usages tels que l'hygiène d'une part, mais aussi la chimie verte qui est en pleine expansion. Les bois de trituration permettent également de fabriquer des panneaux de particules et on a également des bois qui sont déroulés pour fabriquer des panneaux, des plaquages, des panneaux de contrepapier pour la construction, l'emballage ou le coffrage. Le pin maritime bénéficie depuis les années 60 d'un des programmes d'amélioration génétique le plus avancé. Il suit donc un schéma classique qu'on a évoqué ce matin, un schéma classique dit de sélection récurrente. La sélection est assurée par un groupe qui s'est constitué pour améliorer d'une part la génétique, par la voie génétique et par la voie sylvicole, le pin maritime. Les critères de sélection concernent l'adaptation d'une part, la rectitude et la croissance. Le programme en est déjà à sa 3e génération de peuplement sélectionné. De nouveaux critères apparaissent tels que la branchaison ou la qualité du bois ou les aspects sanitaires. Pour effectuer une amélioration, le programme d'amélioration du pin maritime, nous sommes partis d'une population de base du programme par la sélection en forêt landaise de 600 arbres remarquables appelés arbres plus. Le cycle de sélection est accompli en 2 phases. Une phase consistant à l'intercroisement des individus de façon à recombiner leurs caractères les plus favorables. Ici sur la photo, une injection de pollen sur des fleurs femelles. Et une 2e phase qui consiste à la sélection des meilleures recombinations parmi les descendants obtenus par mesure des caractéristiques que sont la hauteur, la circonférence, la rectitude, sur des tests de descendance.
Les variétés améliorées sont produites dans des vergers à graines qui sont créés à chaque étape qu'on crée à chaque étape du programme du cycle d'amélioration. Les pépiniéristes qui produisent des plants utilisent exclusivement des graines de verger pour leur production. Le changement climatique est une grande préoccupation qui occupera les forestiers sur le siècle actuel, car en effet, le changement climatique sur le sud-ouest de la France se traduira par une élévation de température moyenne, d'où un climat plus chaud, des étés plus secs avec des périodes sans pluie plus longues, des hivers humides avec beaucoup plus de pluie qu'aujourd'hui, une évolution des aires bioclimatiques avec une extension durant le XXIe siècle des groupes des espèces méditerranéennes, ici le chêne vert figuré en rouge sur la diapo et le pin maritime en orange qui se déplacera plutôt vers le nord. Cependant, malgré cette expansion, on craint d'avoir une diminution, un rendement de production qui devrait diminuer. Les incendies en Follandaise présente un risque important, très important. En effet, lors de la période 1940-1949, de grandes destructions ont été observés. Ces épisodes dramatiques déclenchèrent la prise de mesures décisives pour la défense des forêts contre l'incendie, la DFCI. La DFCI s'organise autour de trois principes. D'une part, la prévention. Deuxième principe, la prévision, c'est-à-dire l'alliance entre la surveillance, la prédiction et l'alerte. Et enfin, la lutte, le cas échéant. Et le facteur majeur de la lutte, c'est l'intervention la plus rapide possible sur un feu déclaré, dont le moyen de lutte le plus efficace est sans contexte le bombardier d'eau, le Canadair. Le massif est soumis aussi à des tempêtes hivernales. En décembre 1999, deux tempêtes, dénommées Lothar et Martin, qualifiées à cette époque de tempête du siècle, touchèrent successivement le nord-ouest et le lendemain le sud de la France sur environ 1 million d'hectares. Dans le sud de la France, la partie la plus touchée du massif a été la pointe du Médoc. Mais moins de 10 ans après cette tempête, la tempête Klaus a traversé le sud-ouest, comme vous le voyez sur cette figure, et cette tempête a ravagé 231 000 hectares. Principalement dans le département des Landes, c'est-à-dire au centre même du massif. En plus, après cette tempête, qui a vu des millions d'arbres abattus, une épidémie de scolytes, attirée par le bois mort au sol, a ravagé 13% de plus en surface du bois sain. Le stock de pin maritime sur le massif landais a diminué pour ainsi dire de moitié à la suite de ces deux tempêtes, la tempête Martin en 1999, la tempête Klaus en 2009. Le massif est soumis aussi à des aléas biotiques et les dépérissements peuvent provenir d'une part de pathogènes racinaires que sont les champignons, le phomès, l'armière, mais également les chenilles processionnaires du pin provoquant des défoliations plus ou moins importantes. Et enfin,
Le nématode qui n'est pas le nématode qui n'est pas encore présent, mais qui donc a été introduit au Portugal en 1999, avec tous les ravages que l'on connaît, fait l'objet d'un plan de surveillance et d'urgence sur l'Aquitaine pour faire face à l'introduction et l'éventuelle de vers microscopiques, le nématode, sur le territoire français. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'insecte vecteur, qui est propagé par un... je n'ai pas passé la diapo, la voici. Donc le monocamus, le coléoptère, est présent sur notre massif. Tous ces changements climatiques, le changement climatique, devrait exacerber aussi bien les risques d'incendie que les risques sanitaires. Voilà pour ma première partie. Je passe donc à la deuxième et dernière partie qui concerne donc la résine, le gémage. La récolte de résine de pin maritime en Aquitaine est connue depuis des temps ancestraux et même antiques, qui remonte à l'époque romaine, notamment l'extraction et l'usage de la poix, lié à l'abondance de la matière première donc le long de la côte aquitaine, le pain maritime, et par le développement de la viticulture d'une part et de la batellerie d'autre part. La batellerie ou la viticulture employant d'une part, pour l'un, l'usage des amphores de vin, et pour la batellerie, l'usage des voiles et des cordes de bateau. Y también tratar los barcos que aseguraban el transporte. Donc je vais vous parler du gémage plus en termes de passé que de présent. Le gémage commençait lorsque le pain atteignait l'âge de 30 ans. Et c'est entre 40 et 60 ans qu'on obtenait les meilleurs rendements. À la fin janvier, muni d'un instrument tranchant, le résinier entreprenait, comme ici, la préparation de la carre ou de la pique en pelant l'arbre. Elle consistait à enlever donc l'écorce sans toucher l'eau pied. Une lame de zinc était donc introduite au bas de l'arbre, que se introducía en la parte inferior del árbol qui servait donc cette lame de zinc de gouttière vers le pot de résine en terre cuite. Para que corriera pues la resina hasta un pote de barro. Luego con una hacha, con una lámina redondeada y muy afilada, pues el resinero podía hacer la herida en el árbol de arriba hacia abajo. Commençait la saison durant laquelle en marzo empezaba pues la estación, puesto que la calor permitía la exudación de la resina, y la temporada seguía hasta el mes de octubre. El resinero se desplazaba entre los árboles para ir abriendo las entalladuras y recogía la resina en estos potes de tierra cocida o de barro. Tras varias picas se hacía la primera recolección, la remasa, y luego el producto pasaba a una serie de recipientes cilíndricos. La miura luego se traspasaba a una serie de barricas de madera para después transportarse hacia las fábricas de destilación. Los fabricantes de productos resinosos tenían muchas veces pequeñas empresas artesanales, se extraía el aguarrás y la colofonía por destilación. Luego, en 1860, como fue creciendo la producción de resina, este aumento de la producción de resina se explica por el desarrollo de las extensiones de pinos y por la distillation utilisait toutes sortes d'instruments divers par leurs âges et par leur degré de perfectionnement.
La colophane était séchée au soleil. La demande extérieure s'est accrue, stimulée par le retrait sur le marché du plus gros concurrent de l'époque, aujourd'hui disparu, les États-Unis, pendant la guerre de sécession. L'histoire sociale du GEMAGE a été très mouvementée. Avec la flambée des cours de la résine, les gémeurs ont voulu avoir leur part, ce qui a donné lieu à des émeutes dès 1863 et des grèves dès 1905. Les gémeurs ont exigé l'amélioration de leurs conditions de travail, car logés dans des cabanes misérables, ils ne recevaient leur première paye qu'à l'issue de la première récolte, soit 3 mois après le début de la campagne. De plus, leur salaire était fonction de la production et du cours de la résine, alors qu'ils voyaient de nombreux gros propriétaires s'enrichir considérablement grâce aux fruits de leur récolte. Pour défendre collectivement leurs intérêts et leurs revendications sur les conditions de travail, les résiniers multiplièrent les syndicats. En 1934, la puissante fédération des gémeurs regroupait 90 syndicats, soit près de 10 000 adhérents. Grâce à ces produits, dont le principal revenu était la résine, le pain maritime fut surnommé au début des années 1870 l'arbre d'or. Les pins ont effectivement fait la fortune de très nombreux propriétaires, et surtout des propriétaires qui possédaient de grandes surfaces de forêt, mais pas celles des résiniers. Quelques 80 ans plus tard, donc les gouttes d'or du pain maritime produit par la résine ne coulaient plus sur leur tronc. En effet, ça remontait trop loin. Les résiniers étaient environ 16 500 en 1950. En 1969, le nombre de résiniers avait chuté à environ 1000, pour disparaître complètement au début des années 2000, même avant, en 1990. Deux faits marquants montrent que l'État, avec l'assentiment des gros propriétaires, a largement contribué à la disparition du GEMAGE en France. Le premier tient à l'ouverture brutale et sans concertation du marché français l'ouverture brutale du marché français des produits de la gemme à la concurrence étrangère, venant notamment du Portugal, de l'Espagne et de la Grèce, et ce, dès 1952, bien avant que ces pays rentrent dans la communauté économique européenne, la CE. On a assisté bien évidemment à une baisse généralisée du cours de la résine. Donc ça, c'est un des premiers éléments factuels. L'autre élément a été la décision de favoriser l'introduction de la technique américaine du GEMAGE à l'acide sulfurique. En choisissant ce procédé aussi néfaste pour la santé que pour l'environnement, on a parié sur la quantité. Donc la concurrence brutale, la baisse de la qualité liée aussi à l'introduction de l'acide sulfurique, la baisse des cours a conduit à ce que l'État subventionne la filière française à partir de 1969. 20 ans plus tard, las d'absorber les déficits, l'État a décidé de ne plus accompagner financièrement cette activité qui s'est donc arrêtée en 1990. L'État, en fait, a nettement eu la volonté de favoriser la vocation papetière de la forêt de Gascogne. Et les propriétaires forestiers privés ont vu dans cette nouvelle perspective une aubaine dans laquelle ils se sont très vite engouffrés. Parlons des nouveaux procédés qui sont apparus au milieu des années 90 grâce à des hommes un peu inventeurs qui ont donc
voulu tenter, grâce à des inventions, ils ont donc essayé de contribuer au renouveau du gémage. La première des inventions fut celle de la récolte de résine en vase clos, c'est-à-dire en poche de plastique, qui empêche l'évaporation de l'essence de térébenthine et qui protège la résine de l'eau et des impuretés venant de l'extérieur. La mécanisation de la pique, donc là, un procédé pour vous qui ne tient pas trop la route, donc le perçage avec l'ouverture d'une entaille circulaire à l'aide d'une perceuse. Et autre invention, donc là on voit le trou ouvert grâce à la fraise, la perceuse. Autre invention, l'invention d'une pâte neutre, non acide. Ce qui est récolté dans des poches plastiques fermées, hermétiques, donc c'est le principe de la récolte en vase clos, ce qui permet d'obtenir une résine qui conserve toute sa qualité originelle, puisque les pins du littoral aquitain sont réputés d'un bon terroir, c'est-à-dire ils auront donc une capacité à produire une résine de qualité supérieure. Je n'ai plus que pour 2 secondes. Donc les projets en cours. Donc on a 2 projets qui sont en cours sur l'Aquitaine. C'est celui donc de Domaine et Patrimoine qui s'est positionné dans l'investissement forestier sur des surfaces importantes pour en assurer la viabilité économique et qui a vu dans le gémage un moyen de rentabiliser la forêt d'Aquitaine. La résine étant présentée comme un complément de revenu de la filière devenue peu rentable. Deuxième projet en cours, celui du projet appelé Biogem, créé par la société d'aromathérapie holiste en partenariat avec un industriel qui s'appelle Bioland et de l'ONF. Le but de cette société est de sécuriser ses approvisionnements en térébenthine éco-certifiable à faible teneur faible ou nulle en delta 3 carène et d'exploiter d'autres domaines tels que la santé et la cosmétique. Pour conclure, je reprendrai le constat fait par Claude Corot, qui nous fait valoir que nous avons une ressource abondante de résine de haute qualité de pin maritime, notamment sur le littoral. Une industrie florissante de valorisation de produits de résine qui s'approvisionnent actuellement exclusivement à l'étranger. Il manquerait donc un pont qui permettrait donc la relance du gémage, mais qui nécessitera des entrepreneurs convaincus et opiniâtres. Merci de votre attention. Que quieran hacerlo. Muchas gracias a todos por su atención.